Le bon choix, c'est celui que vous avez fait d'être en face de nous, mesdames et messieurs. Bienvenue à ce journal décontracté des samedis, dont voici les titres. Plus d'Ebola au Congo, l'annonce du ministre de la Santé, l'épidémie a été maîtrisée. Grogne à l'UDPS, Jean-Marc Aboun, le secrétaire général, poursuivi par la commission des disciplines. Vous suivrez dans ce journal la réaction du porte-parole de ces partis. Invité de ce journal, le professeur Eddy Tamboué. Avec lui, nous parlerons de la revue scientifique d'UNIA et du Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales. Mesdames, messieurs, bienvenue à ce journal et bonsoir professeur. Bonsoir. Vous allez très bien, j'espère. Très bien. Merci, je serai à vous tout à l'heure. Tout d'abord, cette nouvelle, nous le disions, c'est officiel, la fièvre hémorragique à Ebola a été maîtrisée. Depuis le 2 juin, aucun autre cas n'a été confirmé. Cette annonce, qui est plutôt une bonne nouvelle, a été faite après une période d'observation de 42 jours sans aucun nouveau cas confirmé et enregistré. La déclaration a été faite par le ministre de la Santé. Il s'appelle Dr Oli Ilunga Kalenga. Les détails avec Bienvenue Babois et Théodore Chitole. C'est depuis le mois de mai qu'une épidémie de la maladie à virus Ebola s'est déclarée à Likati dans la province du Bazuélé en territoire d'Aketi. Grâce à l'intervention rapide du gouvernement avec le soutien des partenaires dont l'OMS, UNICEF, MSF, UNFPA, la maladie vient d'être maîtrisée. Le ministre de la Santé publique annonce la fin de l'épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Aucun autre cas confirmé de fièvre hémorragique à virus Ebola n'a été enregistré dans le Bazuélé. Après une observation d'une période de 42 jours, soit 2 fois 21 jours, sans aucun nouveau cas confirmé enregistré, et comme l'exige la réglementation sanitaire en matière de surveillance des fièvres hémorragiques virales, je déclare à partir de ce jour, à minuit, la fin de l'épidémie de fièvre hémorragique à virus Ebola en République démocratique du Congo, à Likati, territoire d'Aketi, province du Bazuélé. Le ministre Oli Ilunga rappelle à l'opinion que tous les efforts doivent être maintenant s'orienter vers la stabilisation et la résilience du système de santé dans la province du Bazuélé qui a été fortement déstabilisé. Il appelle donc à la mobilisation générale pour la reprise des activités programmées dans la mise en œuvre du plan stratégique national de développement sanitaire. Et à travers un communiqué rendu public ce samedi, le chef de la mission onusienne en RDC, Maman Sidikou, appelle à la mise en œuvre sans délai de l'accord du 31 décembre 2016. Les représentants spéciaux du secrétaire général des Nations Unies invitent également la Commission électorale nationale indépendante à publier sans tarder un calendrier électoral pour la tenue des élections prévues en décembre 2017 par les 10 accord. Attaque le 29 juin du commissariat urbain de la Funa. Le Premier ministre Bruno Tshibala s'est rendu sur place. C'était hier vendredi 30 juin. Bruno Tshibala était dans la commune de Kalamou un jour après son attaque par des hommes armés non autrement identifiés. Il était accompagné d'Alexis Tamboumamba, ministre d'État, ministre en charge de la Justice, et Ramazani Chadari, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et de Sécurité, mais aussi avec le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, André Kimbuta, récemment rentré avec le numéro 1 de la police nationale aussi. La délégation gouvernementale venue constater le fait était guidée par le bourgmestre de Kalamou, Jean-Claude Kadima, et le général Célestin Kanyama, commissaire de la police ville de Kinshasa. Le chef de gouvernement a eu droit aux explications de l'autorité municipale. Et vous l'avez sûrement remarqué, désormais des barrières et des patrouilles déployées à travers toute la ville de Kinshasa. La décision est de l'autorité urbaine qui a pris ces mesures suite à la vague des attaques et évasions connues dans la capitale Kinshasa. Kinshasa sous vigie pirate, donc je ne sais pas si on peut le dire.
Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et les progrès social sommet de s'expliquer devant la commission des disciplines du dit parti. L'information circule depuis plus de 24 heures dans les réseaux sociaux. Il serait reproché à Jean-Marc Kabound d'avoir empoché un certain montant destiné à l'organisation des obsèques de Tian Tshisekedi. Faux et archi-faux, selon Augustin Kabouya, porte-parole du parti, pour qui les personnes à l'origine de cette initiative n'ont simplement pas qualité. Il nous l'a dit, c'était cet après-midi, ici chez nous, à Numérica. C'est M. Ndinga qui ne fait plus partie de l'IDPS. Il est parmi les gens auto-exclus du parti. Il est avec la ministre des Cultures et Arts. Au nom de quel principe aujourd'hui on peut constater l'auto-exclusion des députés, on peut constater l'auto-exclusion de M. Bruno Tshibala, on peut constater l'auto-exclusion de M. Valentin Moubake et d'autres cadres du parti, mais quand il s'agit de lui et toute sa suite, ça devient un débat. Pourquoi ça doit créer une polémique? Non, c'est sans objet. D'ailleurs, revenons sur cette affaire de 20 000 $, puisque j'ai appris ça à travers les réseaux sociaux. 20 000 $, venus de qui? Venus du pouvoir. OK? Pour les obsèques du président. Qui avait rencontré la délégation du pouvoir? Ce n'était même pas le secrétaire général. À l'époque, ce n'était même pas le secrétaire général. Si le pouvoir avait remis cet argent, c'était pour quelle fin? C'était pour les obsèques. C'est pourquoi j'ai dit si. Je ne confirme pas, j'ai dit si le pouvoir avait remis l'argent. Vous ne niez pas non plus. Non, écoutez, comme je ne faisais pas partie de la délégation, puisque le nez du problème, c'est le montant de 20 000 $, ok? Est-ce que le secrétaire général faisait partie de la délégation? La réponse est non. Restons encore à l'UDPS qui a affirmé dans un communiqué s'est chargé seul du rapatriement et des obsèques de son président. Le parti délimité qui était déjà pour parler avec les autorités a décidé de faire cavalier solitaire. Pourquoi donc? La question, nous l'avons aussi posée au porte-parole de l'UDPS. Les pouvoirs nous avaient sollicité pour préparer ensemble les obsèques du président Tshisekedi. Et nous avons montré notre bonne foi pour travailler ensemble. Et à la fin de tous les travaux, nous nous sommes dit, avant la sortie du programme, on doit d'abord sortir un communiqué conjoint. Le communiqué sera signé par la délégation familiale, la famille biologique, la délégation de l'IDPS et la délégation du pouvoir en place. Nous sommes entendus, même si les liens de l'inhumation du président. Ils nous ont demandé de poser d'abord nos signatures sur les documents. Nous avons accepté. À notre grande surprise, nos amis se sont comportés comme si rien n'était. On ne voyait personne. Ils étaient tout le temps dans des voyages. Nous nous sommes dit, mais nous allons rester comme ça jusqu'à quand? Nous sommes quand même un parti responsable. Et si nous avons accepté, c'est pour sauver d'abord l'image de la République démocratique du Congo aux yeux de l'opinion. Est-ce que vous trouvez ça normal? Après 57 ans de l'indépendance, les pouvoirs en place incapables d'offrir un cadre approprié à un parti politique d'opposition, d'enterrer son président. C'était Augustin Kabouya, le porte-parole de l'UDPS. Célébration du 57e anniversaire de l'indépendance à Goma, pas trop de méditation, mais plutôt la fête avec le Festival de l'Indépendance. Un événement qui a vécu ce vendredi, c'était au collège Mwanga pour ceux qui connaissent la ville. Au menu, non seulement des artistes congolais, mais aussi des artistes venant des pays de la sous-région, dont le Rwanda, le Burundi, l'Ouganda, la Tanzanie et l'Afrique du Sud. L'initiative était d'une banque de la place. Et les 30 juin racontés en danse, c'est les paris réussis du groupe hip-hop Universal Dance. C'était à la Halle de la Gombe, une autre manière de célébrer la fête de l'indépendance de la RDC, d'où l'intitulé même du spectacle dit Ponda. Kelly Oka et Jirachi étaient de la partie.
L'indépendance de la RDC revisitée en version hip-hop, un spectacle mêlant adresse et acrobatie, tout en racontant la genèse de l'acquisition de l'indépendance de la RDC dans toutes ses péripéties. Cette œuvre qui parle de l'indépendance de la RDC, parce que beaucoup de jeunes actuellement, ils ne savent plus d'où on vient, parce qu'on ne peut pas savoir où on va si on ne connaît pas d'où on vient. Donc c'est un peu par là qu'est venue cette initiative. J'espère que le message est vraiment très bien passé. Le hip-hop, une discipline très physique, donc pas toujours aisée à exhiber. Il y avait des acrobaties qu'il fallait interpréter comme mouvement de souffrance, de peine, de recherche, de liberté. Donc tout ça c'est un peu compliqué, mais en symbiose ça va. C'était pas facile de travailler avec tous les garçons en même temps. C'était vraiment difficile. Mais le bon Dieu nous a aidés d'arriver jusqu'à la fin. Le public de la Halle de la Gombe a savouré le moment. Je peux dire que c'était vraiment waouh. J'ai vraiment adoré. Avant que commence et puis leur façon d'entrer, commencer à danser, je peux dire que c'était waouh. En fait, on nous a montré comment ça a été à l'époque. Vu que moi je n'ai pas pu assister, c'était nos grands-parents, avec le pas de danse, comment ça s'est passé. J'aimais. Mireille Chaloupa et Didier Moukalaï, les créateurs du groupe Universal Dance, préparent un voyage en Suisse pour une production du genre. Je rejoins l'invité de ce journal, professeur Edith Amboué, le 30 juin, 57 ans après, prof. Un bilan? Bilan du pays en 57 ans. Oui, Avons-nous évolué? D'abord, on est entier. Le pays demeure entier, donc c'est important, malgré des soubresauts historiques, malgré l'immensité du territoire. On ne se rend pas compte, la RDC, c'est la superficie de l'Union européenne. Superficie de l'Union européenne. Donc, nous gérons un espace qui vaut l'Union européenne, qui commence de Lisbonne, de Lisbonne jusqu'à Moscou, c'est ça la RDC. Première chose, le fait que malgré des assauts, malgré des complicités internationales, malgré des convoitises de nos voisins, surtout ceux de l'Est, malgré les ingérences, malgré une politique occidentale plutôt encline à faire exploser le pays reste entier, et ça c'est un grand bilan sur le plan politique. C'est pas seulement symbolique, sur le plan politique c'est énorme. Bilan également mitigé sur le plan économique. On aurait pu faire mieux, mais il faut aussi remettre tout cela dans une perspective historique. Nous avons raté nos 5 premières années, 60, 65, nous avons raté à cause justement des ingérences occidentales. 65, 97, nous avons connu une grosse dictature complètement inutile qui a déstructuré l'État, et depuis peu, nous essayons de remettre les choses sur le rail, et c'est pas facile. Voilà en gros tracer rapidement le bilan de la RDC, mais le pays reste entier. Le pays, il y a encore des hommes, il y a l'homme congolais. Nous avons une jeunesse extraordinaire parce que plus de 60% de notre population est plutôt de la catégorie de la frange jeune. Donc nous aurons sur le plan démographique des bons démographiques. Donc c'est un enjeu colossal, pour l'État congolais à maîtriser tout cet élan dans un grand territoire qui vaut l'Union européenne. C'est très important de dire que nous avons... Je finis, j'ai dit, c'est très important de rappeler l'immensité, parce que l'immensité impose un rythme. Nous devons nous comparer à des pays comme les États-Unis. Vous savez que la révolution américaine, la libération américaine n'a été possible que grâce aux Européens, surtout grâce aux Français. Nous sommes dans la stratégie déjà. Nous sommes déjà dans la stratégie. La Chine, ces pays qui étaient lents, qui étaient englués, menacés par le Japon à cause des États-Unis, enfin avec la complicité des États-Unis, la Chine aujourd'hui retrouve son rythme et est devenue la plus grande puissance
économique mondiale. Donc nous sommes de cette taille-là. Je parlais de la méditation. Et cette taille, il y a un rythme historique. Nous sommes dans les temps historiques. Donc il ne faut pas voir la RDC avec un temps médiatique, comme le vôtre tout à l'heure. Il faut méditer. 57 ans dans la méditation. Oui, le chef de l'État a pensé, je crois, vu le contexte actuel. Nous sommes à la veille de plusieurs agendas. Nous sommes sous la tension de plusieurs enjeux sécuritaires notamment. Et donc le chef de l'État qui dispose des informations plus importantes que vous et moi a estimé qu'on pouvait passer cette fête de 57 ans dans la méditation. Il a forcément raison, puisqu'il est mieux informé que vous et moi. Il s'appelle Eddy Tambwe, il est professeur, c'est lui l'invité de notre journal qui se poursuit. À Kinshasa, ce 30 juin, puisqu'on en parle, il y a eu ouverture du festival international de la rumba d'élégance. C'était à la place de la gare, des spectacles, la musique, la sape. Kelly Yoka, encore lui, Monsieur Culture, nous en parle. Les artistes musiciens et les sapeurs congolais ont brillé de mille feux lors de leur prestation à la gare centrale de la Gombe à l'occasion de la première édition du Festival international de la rumba et de l'élégance. Au programme, un défilé de mode sous le thème de l'élégance, l'exhibition des vêtements par les sapeurs, un spectacle de la danse rumba et enfin l'intervention des artistes musiciens congolais. De la Havane à Kinshasa, c'est le thème de ce festival qui fermera ses portes ce 1er juillet. Professeur Eddy Tambwe, quand nous étions dans la loge tout à l'heure, vous aviez laissé entendre que vous étiez vous aussi dans ces spectacles. C'était intéressant? Ah oui, comment rater le retour de Sam Mangwana après toutes ces décennies d'absence à Kinshasa? J'ai eu le bonheur d'assister à ces concerts. Moment exceptionnel avec le retrouvaille avec Simaro Lutumba. Sam Mangwana et Simaro sur une même scène. Extraordinaire, extraordinaire, historique, avec Lutumba avec sa guitare et Sam Mangwana qui vient dans ses bras pour interpréter Ebalé, je crois, c'est la chanson Ebalé. C'était un moment très fort et je regrette que le moment n'ait pas été diffusé dans les médias. Les téléspectateurs auront à C'était du grand art parce que nous vivons dans une ville où finalement il n'y a plus de bons spectacles. Vous venez de montrer des spectacles qui sont plutôt produits par les centres culturels français. Ou le centre Wallonie Bruxelles. Donc nous-mêmes, Congolais, pays de la culture, le premier pays musical de l'Afrique, pour aller vite à l'essentiel, il n'y a plus de bons concerts. Et là, c'était pas seulement un bon concert, mais un grand concert musical. Professeur, vous êtes un amoureux, un grand fan de la musique, un mélomane? Oui, bien sûr, comme beaucoup de mes pères. Je m'intéresse à la musique, surtout que je suis né dans une ville où la musique est très importante. Je suis né à Kinshasa. La ville qui porte la musique africaine, la ville qui donne le la à l'international sur le plan musical. Et donc la musique, c'est quelque chose de très important dans la vie, parce que la musique permet non seulement de véhiculer certaines données de la société, la musique permet non seulement, parce que je regarde la musique comme un matériau, j'écoute sur le plan esthétique, mais la musique également une sorte de livre qui donne à voir, qui nous montre l'évolution de la société, des mentalités, l'évolution des idées, l'évolution d'une certaine philosophie de la vie. Quand vous écoutez Lutumba par exemple, c'est un regard sur la vie, c'est une philosophie du quinoa. Donc la musique est quelque chose de très important, de beaucoup plus sérieux qu'on ne peut le penser. Professeur Eddy Tambwe, vous êtes là aussi pour qu'on parle de ce centre Sisri. C'est quoi le Sisri, prof Eddy Tambwe?
Le CISRI, c'est le Centre d'intelligence et d'intelligence stratégique et des relations internationales, créé en 2008 par un collectif des professeurs d'université, des chercheurs congolais et étrangers, sur initiative d'un de nos collègues, le professeur Henri Monvasakani de l'UNIKIN. Nous avons créé ces centres justement parce que nous sommes conscients, nous intellectuels congolais, de la singularité de notre pays. Pays ayant 9 voisins, pays ayant la frontière internationale la plus longue de l'Afrique, pays... regardez l'RDC, à chaque révolution internationale, l'RDC est au cœur. 18e siècle, fin 17e siècle, début 19e siècle, vous avez la révolution industrielle. Les moteurs de la révolution industrielle, c'est les caoutchoucs, la révolution automobile. Et qui est au centre de ça, c'est le Congo avec la fameuse affaire des caoutchoucs, puisque les caoutchoucs viennent de chez nous. La révolution nucléaire, c'est encore la RDC qui produit l'uranium, qui mettra d'ailleurs fin à la Deuxième Guerre mondiale. Aujourd'hui, la révolution, elle est numérique. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons de ma présence ici, c'est pour lancer un appel à communication sur la révolution numérique. La révolution numérique, mais c'est nous les coltans, c'est nous les différents matériaux de cette révolution numérique, de la révolution, la téléphonie, c'est la RDC. Donc là, c'est sur le plan économique. La RDC est un outil qui porte en soi plusieurs enjeux et nous, justement, intellectuels congolais, scientifiques congolais, nous sommes conscients que nous devons réfléchir davantage sur l'espace dit la RDC parce que seule l'intelligence peut nous aider à évoluer. La révolution numérique, professeur, on va revenir à vous tout à l'heure. Améliorer la performance et la réactivité de prestataires des services de santé maternelle par les biais du mécanisme de la redevabilité sociale en RDC. C'est le thème de l'étude que vient de mener le docteur Eric Mafuta, le médecin spécialiste en santé publique, explique quelle étude a pour but de stimuler les prestataires de santé à mieux collaborer avec les malades pour des soins de santé de qualité pour la population. Bienvenue Babois et Théodore Chitolé nous donnent le détail. Le concept redevabilité sociale, comme son nom l'indique, a été mis en place pour trouver les mécanismes pour que les prestataires en santé travaillent avec conscience pour offrir des soins de santé de qualité à la population. Pour cela, explique le docteur Eric Mafuta, il est nécessaire que les bénéficiaires s'expriment librement. Cette étude a été mise en place pour pouvoir étudier comment est-ce que ce mécanisme de redevabilité sociale permet à ce que les prestataires travaillent mieux et donnent un service qui correspond aux besoins de la communauté. Le mécanisme qui existe et que nous pouvons améliorer pour l'instant, sans pour autant mettre beaucoup d'argent dans le programme, c'est ce que nous appelons la participation communautaire. Dans la participation communautaire, on peut former les relais communautaires que lorsqu'ils font leurs activités, ils collectent aussi les plaintes et les préoccupations de la communauté. Et que lorsqu'ils ont ces plaintes-là, qu'ils viennent les discuter en comité de santé, et ces plaintes-là vont arriver aux prestataires, parce que nous avions dit que le mécanisme n'existe pas. On met en place un mécanisme, ce sont les relais communautaires et les comités de santé. Et nous avons trouvé que, effectivement, les mécanismes de redevabilité, lorsque ils fonctionnent convenablement, ils peuvent permettre d'améliorer la performance et la façon de réagir des prestataires. L'étude a été menée entre novembre 2012 et novembre 2016 dans les provinces du Congo central à Mwanda et à Bolengue à l'Équateur. La Société nationale d'assurance a procédé comme chaque semaine au paiement des sinistres. Plutôt que d'en parler, je vous propose de suivre ce qui a été fait cette semaine. Assurance et la sécurité, dit-on, ce n'est pas tout simplement un slogan, mais plutôt une réalité. Au sein de la Société nationale d'assurance, à la direction générale, 84 victimes ont été indemnisées, dont la branche d'assurance, automobile, vie et incendie. 7 victimes indemnisées à l'agence de Kassavoubou. L'agence du 30 juin, l'assureur national a traité et payé 5 dossiers. 4 dossiers ont été traités et payés à l'agence de commerce, dans chacune des agences de Kalamou, Matete, Njili. L'assureur national a traité et payé 3 dossiers. Les agences de Massina,
Nangaba et Sosimax ont traité et payé chacun 2 dossiers. Enfin, l'entreprise que dirige Carola Guito Amela a traité et payé un dossier à l'agence DGI Gombe. La même opération jeu du sinistre s'est déroulée au même moment dans les différentes agences de la société à travers le pays. Il s'appelait Apollinaire Malou Malou, il était abbé. Il a été aussi président de la commission électorale qui nous a conduit au scrutin de 2006. Décédé il y a 1 an, une messe a été dite en sa mémoire. C'était à la paroisse Sacré-Cœur de la Gombe. Témoins Marie-Laure Moulumba et Kasuba Doudou. Il reste imprimé dans nos cœurs. C'est en fin d'après-midi que la messe était dite en mémoire de l'abbé Malou Malou. Parmi l'assistance, Corneille Nanga, président de la CENI, les ressortissants des nonnes des vivants à Kinshasa et autres personnalités du gouvernement n'ont pas manqué à l'occasion de rendre un hommage au prêtre catholique Apollinaire Malou Malou. Ses proches gardent toujours des souvenirs de cet homme dévoué au service des autres. Acteur de paix, l'abbé l'a été, l'abbé Malou Malou, a été un homme de courage et de conviction qui s'est entièrement investi dans la recherche de la paix dans notre pays. C'est à ce titre qu'il a joué un rôle majeur dans la recherche de solutions pour stabiliser et ramener la concorde dans les zones alors ravagées par les guerres, aussi bien dans les deux Kivu que dans l'ancienne province orientale. Ça a été un homme multifacial, extrêmement intelligent, concepteur de projets, innovateur de projets et promoteur de beaucoup de projets pour l'avenir de nous, la jeunesse, et du peuple congolais en général. Pour rappel, l'abbé Malou Malou est décédé à Dallas, aux États-Unis d'Amérique. Professeur Edith Amboué, quand on parle de l'abbé Apollinaire Malou Malou, ça vous inspire quoi? Grand universitaire, grand intellectuel, le meilleur, l'un des meilleurs spécialistes de la question électorale en Afrique. Et je rends hommage à l'homme qui a créé une très grande université à l'est du pays, la plus grande université, le Grand Ben. On a parlé abbé Apollinaire Malou Malou, 1er juillet 2009, 1er juillet 2017, 8 ans depuis la disparition d'une autre personnalité. Il s'agit du sénateur Jeannot Bemba Saolona, opérateur économique et acteur politique, père du sénateur Jean-Pierre Bemba, président du MLC, ancien vice-président de la République, actuellement détenu à la CPI. Et professeur Jeannot Bemba aussi, un mot par rapport à ce qu'a été ces messieurs? Non, j'ai pas spécialement connu. C'était l'une des figures de l'industrie congolaise. Je pense que l'histoire retiendra l'homme d'affaires qui a réussi à mettre en place des groupes industriels comme Cibé Zahir, c'est ça. Voilà, je crois que l'histoire retiendra plutôt cette face-là. Professeur Edith Amboué, nous parlions du CICERI et les CICERI se matérialisent par une revue scientifique qui s'appelle la revue Dunia. Dunia 8 ans aussi comme le CICERI? Oui, enfin Dunia 8 ans aussi, c'est vrai. Pourquoi 8 ans? 2008, 2017, ça fait 9 ans. 9 ans, c'est énorme pour un centre qui vivait un peu en réseau international, parce que le CICERI, c'est d'abord un concept que nous avons en nous. Le CICERI, parce que maintenant on revient sur le terrain. J'ai eu une réunion à l'université de Kinshasa avec des professeurs de relations internationales, d'économie et de droit, pour pouvoir relancer, pour informer de l'existence du centre CICERI, parce que justement les principaux animateurs de CICERI se sont retrouvés à l'étranger d'une certaine manière, et le centre qui fonctionne un peu, c'est pas une coïncidence, le centre fonctionne un peu dans la modernité. Aujourd'hui, c'est Palo Alto. Palo Alto, vous savez, c'est ces groupes de chercheurs qui n'avaient pas besoin d'un local physique. Aujourd'hui, avec le numérique, justement, il y a des bureaux numériques. Donc, mais nous sommes en train de construire un centre à l'université de Kinshasa pour matérialiser le CICERI. Mais le CICERI a existé de manière confidentielle
Tout simplement parce que les études stratégiques n'ont pas vocation à être données au grand public. C'est pourquoi la revue a la vocation de sortir certaines études qui sont estimées nécessaires à la connaissance publique. Sinon, nous avons effectué plusieurs études pour des gouvernements africains, pour l'Union européenne, mais des études qui n'ont pas vocation à être jetées dans l'espace public. Professeur, puisqu'on parle de la revue Dunia, oui. On en est au 40e numéro aujourd'hui. Nous sommes au 9e numéro qui va porter sur la révolution numérique. C'est-à-dire que la galaxie numérique, après la galaxie Gutenberg, la galaxie Gutenberg, c'est l'écrit. Après la galaxie Marconi, c'est-à-dire l'audiovisuel, aujourd'hui nous vivons avec l'expansion inéluctable d'Internet. Notre pays rentre dans un tournant numérique. Vous voyez des phénomènes aussi visibles que les réseaux sociaux, donc la réalité des réseaux sociaux, mais la revue, le numéro que nous allons animer a pour vocation de démontrer comment le numérique va déstructurer, restructurer chaque secteur professionnel. Comment il a déjà restructuré le monde de la téléphonie, comment il est fait dans le monde de l'enseignement, parce que nous qui sommes enseignants, le numérique nous oblige à une autre méthodologie. Dans les entreprises, dans la famille, dans divers secteurs de la vie nationale, comment le numérique va déstructurer et restructurer. Et c'est ça le numéro, le 9e numéro, qui vient après 8 autres qui ont connu un succès. Justement, professeur. Qui ont connu un succès certain. Les 8 autres numéros ont abordé de quels sujets? Le tout premier, si j'ai bonne mémoire, oui, enfin j'ai une bonne mémoire là-dessus. Vous avez intérêt, hein? Oui. Le tout premier sujet, c'était sur l'eau. La guerre de l'eau. La guerre de l'eau, avec d'éminents chercheurs comme Kasongo Numbi. Il y avait d'ailleurs, je pense que le ministre, je ne pense pas, puisque c'est ça, le ministre de l'époque de l'environnement, M. Ndundu, avait même participé à ces numéros. Nous avions des auteurs comme Mova lui-même, moi-même, j'ai d'ailleurs fait l'introduction de ces numéros-là. Il y a le prof Bioya, d'heureuse mémoire. Cas de lumière. Oui, qui s'est éteinte, malheureusement, voilà. Et donc ça, c'est le premier. C'est très important, ces numéros, parce que la bataille de demain, c'est la bataille de l'eau. Et la République démocratique du Congo, c'est plus de 40% des réservoirs d'eau de l'Afrique. Donc nous sommes aussi, comme je vous ai dit, à chaque tournant de l'histoire, la République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Même pour l'eau, c'est nous qui allons sauver des pays comme le Tchad. La Namibie qui a fait la guerre à côté des musées. Vous savez, c'était pourquoi? C'était pour venir chercher de l'eau. Parce que ces pays vont vers la désertification. Alors donc, c'était un grand numéro. Et le deuxième numéro, pour faire vite, c'était porté sur la crise. Parce qu'on était en 2008. C'était très important de parler de la crise qui est survenue à la suite de subprime aux États-Unis. Alors, nous avons réfléchi sur l'impact de cette crise en République démocratique du Congo et en Afrique. Les critères de choix des sujets, professeur? Ah oui, les critères sont assez rigoureux. D'ailleurs, je finirai, c'est pourquoi j'ai fait cette campagne d'information, parce que malheureusement, la revue commençait à échapper aux chercheurs congolais, parce que vous allez voir, les 3 derniers numéros ont été animés essentiellement par des auteurs internationaux, français, belges, espagnols, zimbabwéens, parce que, bon, il faut suivre non seulement l'actualité, mais il faut suivre les enjeux. Professeur, les critères, qui lit Dunia? Nous avons, qui lisent les revues, enfin les différents numéros. C'est d'abord les chercheurs, c'est des institutions, c'est de gouvernements. Par exemple, le ministère, beaucoup de ministères congolais sont abonnés à Dunia. La primature, à l'époque c'était sous Matata, était abonnée, est toujours abonnée, j'espère, ils vont continuer, à Dunia. Et le gouvernement sénégalais est aussi abonné à Dunia. L'Union européenne est abonnée à Dunia. Les centres de recherche
notamment IFRI, notamment le CNRS français, sont abonnés à Dunia. Parce que Dunia, c'est les enjeux, non seulement sur le pays, mais sur le continent et parfois sur le monde entier. Professeur Eddy Tambwe, nous sommes au Congo. Oui. Il y a une certaine opinion qui est d'avis que trop d'intelligence n'aide pas ces pays. Il n'y a pas assez d'intelligence, justement. C'est quoi cette histoire qui aurait, c'est quoi cette affaire qui aurait trop d'intelligence? On parle de trop d'intellectuels qui n'aideraient pas le pays à avancer. Non, pas du tout. Quel est votre avis par rapport à ça? Écoutez, il ne faut pas confondre des lieux communs, des discussions, des bars, avec la réflexion universitaire. Il n'y a pas assez d'intellectuels en République démocratique du Congo. Un pays est dirigé par une élite partout dans le monde entier. Les États-Unis, c'est peut-être 500 personnes qui dirigent les États-Unis. C'est une petite élite, on le sait, depuis Karl Marx, depuis Pareto. C'est 3 ou maximum 6% de la population. L'élite, c'est la poignée des gens qui traînent l'ensemble comme une locomotive qui traînerait qui traînerait le reste. Il y a une élite, évidemment. Sinon, comment sociologiquement, l'élite est obligatoirement, elle s'installe. Nous avons une élite, il faut plutôt l'interpeller, cette élite. Il ne faut pas discuter sur l'existence ou la non-existence. C'est pas, enfin, dialectiquement, ça n'a pas de sens. Il faut discuter sur l'efficacité de l'élite. On peut reprocher à l'élite congolaise sa capacité d'entraîner ces gros pays continentaux qui a besoin de l'intelligence, qui a besoin des cerveaux alertes pour traîner l'ensemble de la population et du territoire qui est gros. Il y a une bonne, puisqu'on parle de 5 ans, 7 ans, je vais vous raconter, vous êtes plus jeune que moi, enfin moi-même je n'étais pas là à l'époque. Lumumba Kasavubu, ils sont dans le même avion, ils vont au Katanga pour convaincre Tshombe de mettre fin à la sécession. Tshombe dit, si vous descendez à Lubumbashi, je tire sur votre avion. Ils traînent à Kamina, grâce aux Belges, et ils passent des longues heures, des heures très longues, pour attendre le signal d'Elisabethville à l'époque, si l'avion pouvait atterrir à Lubumbashi, donc à Elisabethville. Alors les deux, Lumumba et Kasavubu, s'interrogent sur le Congo. Kasavubu dit à Lumumba, écoute Patrice, est-ce que ce pays n'est pas trop grand pour nous? Nous sommes à la 57e année. Lumumba, à l'époque, dit à Joseph Kasavubu, il dit non, ce pays n'est pas très grand, ce pays n'est pas trop grand pour nous. C'est à nous d'être à la hauteur du pays. Donc, nous avons des défis énormes. C'est à nous, élite du pays, d'être consensueuse, sérieuse, efficace, capable de traîner ces pays vers des lendemains meilleurs. Professeur Eddy Tambwe, est-ce que ce sont ces mêmes professeurs qui écrivent dans Dunia, qui sont automatiquement membres du CICRI aussi? Du CICRI, je voulais dire. Du CICRI, non. Ce sont les mêmes personnes? Non, non, il y a un comité de lecture qui est constitué d'une vingtaine de professeurs. Bon, la liste est trop longue pour ne pas citer, mais je vous citerai des professeurs comme Banyankou, comme professeur Ikambo, Maïmoulumba, Matumwene, enfin, vous connaissez mes amis, les amis avec qui on travaille tous les jours. Donc, il y a un comité de lecture qui reçoit des articles. Donc, à chaque numéro est piloté par... Pourquoi vous parlez toujours des professeurs? Il y a aussi des chercheurs qui ne sont pas professeurs. Il y a des chercheurs qui sont liés à des centres de recherche qui ne sont pas forcément dans l'enseignement. Professeur, c'est le chercheur qui est aussi dans l'enseignement. Et d'ailleurs, la tendance actuelle, la tendance internationale, c'est d'avoir des chercheurs qui n'enseignent pas du tout. Hein. Moi-même, j'ai envie d'arrêter d'enseigner. Je suis plutôt enclin à faire la recherche que d'enseigner. Professeur Eddy Tambwe, vous parlez d'élite. Il faut que nous puissions revenir un peu sur ces sujets. Vous êtes même professeur d'université. Vous formez les journalistes aussi, soit dit en passant. Oui. C'est une lourde charge que vous avez. Oui, enfin, elle n'est pas plus lourde que la charge de l'ouvrier
de Massavco qui se réveille tous les jours à 5 h du matin. Qui se réveille à 5 h du matin. La vie, c'est des secteurs. La vie, c'est des champs. C'est des secteurs. Chacun est dans son secteur. Et chacun de nous, dans les secteurs où il se trouve, il doit faire bien son travail. Je sais qu'il y a une sorte de responsabilité particulière pour les professeurs d'université parce que nous formons les cadres de demain et nous travaillons dans des conditions actuellement assez particulières puisque nous avons eu par exemple à Kinshasa une explosion démographique de 4 millions, on est passé brutalement à 12 millions et il y a un boom dans des auditoires qui étaient prévus pour 100 personnes, 200 personnes sont envahis par 1000, 2000 personnes. Donc ça pose un problème de la qualité dans l'enseignement. Donc nous sommes attentifs à cette question parce que nos structures universitaires n'avaient pas prévu les nombres actuels des étudiants que nous avons. Le CISRI, il pense, et Douni... Le CISRI, c'est un centre de recherche qui réfléchit et qui met le résultat de ces recherches à la disposition des décideurs. On parle intelligence, on parle élite, mais on doit aussi parler santé, cœur de bœuf, corps au sol. Ces appellations vous sont-elles communes ou doit-on parler du mundengue? Ces fruits à la forme bien particulière portent bien de vertus. Pourquoi nous faut-il les consommer de manière régulière? C'est ce que nous explique Ange Makadi. Suivant. Le cœur de bœuf, outre le fait que le fruit ait un goût très agréable, ses fruits et ses feuilles ont de nombreuses vertus thérapeutiques. Le cœur de bœuf est 10 000 fois plus efficace que la chimiothérapie, selon les spécialistes, au traitement du cancer. Son traitement entièrement naturel ne provoque ni nausée, ni perte de poids, ni perte de cheveux et protège le système immunitaire. Bio en infusion, il cible sélectivement les cellules cancéreuses. Le cœur de bœuf, c'est également un agent antimicrobien. Il abaisse la pression artérielle. Il est utilisé pour les troubles de la dépression, du stress et de la nervosité. Boire matin et soir une infusion de feuilles de cœur de bœuf mélangée à l'écorce pendant une durée serait, selon les témoignages, la solution pour renaître de ses cendres. Professeur, un mot sur le corps au sol? Un fruit? Non, j'ai pas... Vous êtes habitué? Oui, mais je suis plutôt dans des fruits classiques, du genre orange, mangue, pomme. Pas exotique, hein? Pomme, ces fruits-là, je m'y mettrai. Professeur, on parlait du CISRI, on parlait de Dounia. Le prochain numéro, la révolution numérique, professeur. Qu'est-ce qu'il y a à savoir de plus sur ce qui se passe déjà? Qu'est-ce que Dounia va nous apporter encore de plus sur cette révolution numérique? Tous les pays du monde entier sont engagés dans cette... Regardez, je vais vous donner un exemple concret. Il y a 30 ans, il y a 20 ans, quand vous, journalistes, vous alliez en reportage, vous deviez être à 8. Le journaliste avec une sorte d'adjoint ou des stagiaires, le caméraman, le gars qui tient, donc perchiste, c'est ça? Perchiste, l'éclairagiste. Aujourd'hui, on vous envoie tout seul avec une tablette. Vous filmez et vous faites même... vous faites tout et vous envoyez par mail votre reportage. Ça signifie qu'à la place de 8 personnes, il n'y a plus qu'une seule personne. Ça, c'est l'incidence sur le plan de la profession. Il y a l'écriture. On n'écrit plus comme on écrivait avant avec le numérique. Donc ça, c'est des exemples concrets dans le domaine, dans les champs journalistiques. Imaginez, par exemple, l'administration publique. Imaginez le jour où on irait véritablement vers l'informatisation de l'ONATRA, par exemple, qui est en grève en ce moment. Si on informatisait réellement l'ONATRA, si le numérique rentrait des pleins pieds dans chaque secteur professionnel, il y aura des conséquences énormes. Et justement, le rôle de l'élite, c'est d'anticiper et donc de réfléchir sur le possible bouleversement qu'un phénomène peut entraîner dans une société. Professeur, une question. On parle de la révolution numérique, professeur. Vous, aujourd'hui au Congo, où en sommes-nous avec l'usage du numérique, professeur, s'il faut faire une certaine évaluation comme ça? On L'usage utilise du numérique, le numérique pourquoi? On en est où?
Attention, aujourd'hui, par exemple, il y a près de 9 millions de personnes ayant un téléphone relié aux réseaux sociaux. 9 millions, mais c'est un marché énorme. Et tout donne à croire que dans 5 ans, on passerait à 15 millions. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous voyez l'impact qu'il y a même pour la politique, même pour le champ politique, pour le champ économique. Nous allons vers des bouleversements inéluctables dans tous les domaines. Je vous dis aujourd'hui, 9 millions de personnes sont sur les réseaux sociaux, sans compter la diaspora qui est liée à notre pays, parce que, en gros, d'après les chiffres que j'ai obtenus du ministère du Plan, notre diaspora représenterait 10% de notre population. Or, l'essentiel se trouve en Occident. Or, l'essentiel, la majorité de cette diaspora qui est forcément connectée sur les réseaux sociaux. Donc, il y a un univers, pardon, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un enjeu colossal pour tous les domaines. Et justement, la prochaine revue, le prochain numéro de Dunia va poser une réflexion générale sur tout ça. Nous avions reçu dans ce journal le professeur Eddy Tamboué. Il est venu nous parler du CISRI. Il est aussi venu nous parler de la revue Dunia dont nous attendons le prochain numéro. Professeur Eddy, merci d'avoir été notre invité. Merci, c'est moi. Fin de cette édition du journal. Merci à vous qui nous suivez à Paris, aux États-Unis et partout ailleurs sur le bouquet CPLA TV, canal 98. Bonne suite de programme en compagnie de la haine. Et à très bientôt.